Je pense que tu es en train de t'installer. Donc, est-ce que tu es prêt pour présenter? Parce qu'on a tout le monde est pas mal arrivé. On a les 18, 17 participants qui sont là. Est-ce que Louis, donc l'enregistrement est débuté. Louis, on va te laisser présenter ton document. Donc, passer en mode présentateur. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, là on t'entend. Ok, parfait, super. Désolé, c'est VPN qui a un petit peu de mal. J'espère que ça va tenir. Ok. Bon, ça marche. Et puis, à partir de 3, 2, 1, je vous donne ma vidéo, comme ça vous pouvez mettre un visage. Excellent. C'est bon. Puis, puis voilà. Puis bah, si vous voulez, ouais, vas-y, dis-moi. Je vais juste t'introduire à nos participants. Donc, premier atelier aujourd'hui, cet après-midi. Donc, ce matin, on a présenté le concept de l'école, le déroulement. Certains sont déjà allés jouer dans Cyclocord Warrior. Sachez que Parfait. Louis est est le maître d'œuvre de Cyclocord Warrior chez Desjardins. Donc, si vous avez des questions aussi, il va pouvoir vous répondre à plusieurs de ces questions. Louis s'occupe du programme de développement sécuritaire chez Desjardins. Donc, tous nos développeurs doivent valider une certification en sécurité qui ressemble beaucoup à ce que vous avez à passer cette semaine, sauf qu'on on leur donne des mois et on sait que vous êtes bon, donc on vous donne une semaine de votre côté pour le faire. Donc, le programme, c'est Louise qui l'anime et qui l'améliore. Donc, aujourd'hui, il va nous parler de ce programme de sécurité, pourquoi c'est important. Donc, sachez que c'est une conférence très intéressante. J'ai pu voir le deck. Donc, elle va être partagée, elle va être enregistrée aussi. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, puis Louise pourra répondre au fur et à mesure. Donc, oui, je te laisse la parole. Parfait. Alors, Zoom, je suis pas habitué. Ouais, partager l'écran. Ah, j'ai pas le droit de partager, je pense. André va trouver une solution à ça. Ouais, c'est ça. Marc-André, tu peux débloquer Louis? Oui, je viens de le nommer co-hôte. Ah! Essaye donc voir. Ouais, là, ça me demande d'avoir des notifications. Et 3, 2, 1. Oui, la vie est magnifique. Alors, C'est bon? je partage mon écran, puis vous le voyez. Si ça, c'est le cas, bon, eh ben, on est en business. Parfait. Donc, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que d'origine, je suis un développeur web. Donc, en fait, j'ai appris à coder tout seul. C'était vraiment très drôle. Puis après, j'étais freelance, j'ai travaillé euh, dans des agences et par la suite des agences marketing principalement. Donc, j'ai fait beaucoup de web. Puis c'est très souvent ce qui était demandé quand j'étais freelance. Puis par la suite, j'ai décidé d'avoir un meilleur niveau en programmation parce que souvent au web, ce qu'on me demandait, c'était de faire des choses un peu plus communes, on va dire, moins techniques. Donc, installer des WordPress, mettre des plugins. J'ai décidé d'aller à l'université et c'est là où je suis devenu amoureux de la sécurité informatique. Parce que euh, le cours que j'ai pris à l'université, c'était le premier cours, on est pas mal certains au Canada, de sécurité offensive. Donc on apprenait à casser des trucs. C'était quand même très drôle et c'était totalement différent pour moi côté technique. Donc avec ça, bah, finalement, j'ai voulu continuer en sécurité applicative tout en terminant mon bac. Et bah, ça fait 2 ans maintenant que je suis chez Desjardins justement et que je travaille en sécurité applicative, puis que bah, ça me fait vraiment plaisir. Donc, pourquoi c'est un sujet qui me tient à cœur? Parce que depuis que je me suis concentré sur la sécurité, et que je continue à coder, soit pour les cours, soit pour mon plaisir. Et en fait, je me rends compte que la sécurité, ça me rend plus attentif aux détails des langages que j'utilise. Donc, ça fait en sorte que je fais moins de bêtises et où je comprends vraiment mieux les outils que j'utilise. Parce que la sécurité, ça peut quand même être assez profond. L'état actuel de la sécurité à Montréal, c'est simple. Il y a 6 universités dans le Grand Montréal, puis je compte Polytechnique, ETS, UQAM, UDEM, Concordia, McGill. Puis ben, j'ai fait un tour des curriculums. C'était au début de cette année, je pense que ça n'a pas changé, mais ça se peut. Mais il n'y a pas de cours obligatoire en sécurité du code au niveau universitaire. Puis ça, c'est un vrai problème en fait. Puis là, un peu, c'était
la question. Si jamais vous voulez, pour vous, à votre avis, ce serait quoi le problème principal qui est ramené par le fait qu'on n'ait pas de cours de sécurité obligatoire à l'université, même si peut-être qu'il y en a au cégep? Si jamais vous voulez partager pour que ce soit pas un monologue. Euh, Vous pouvez. je dirais le fait que la majorité des développeurs savent pas euh, s'orienter en termes de cybersécurité quand ils vont rentrer dans le marché du travail. Euh, Ils vont pas appliquer les, 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 les techniques en cybersécurité et ça pourrait amener à plusieurs problèmes si la compagnie justement offre pas ce cours-là en général. Oui, c'est un bon point. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait partager? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Sinon, ok, on va continuer. Ah, vas-y. C'est pas un avantage techniquement de pas enseigner ces cours-là parce que techniquement, si tu les enseignes pas, tu n'enseignes pas aux gens. Ok, c'est un excellent point. Ouais. On espérait que les gens restent ignorants dans le fond de ce genre de choses-là. En fait, j'en ai parlé, puis c'est une seule université, j'en ai parlé à l'UQAM, et le problème, je pense que c'est pas tant un problème de volonté, dans le sens où je pense pas que les universités veuillent que les gens restent ignorants. Je pense qu'à l'inverse, le problème, c'est que la sécurité, c'est pas connu. Avant la sécurité, il y a longtemps, il y a quelques dizaines d'années, la sécurité, ça faisait partie de ton projet quand toi, tu codais. Donc, imaginons, toi, tu étais administrateur réseau, administratrice réseau, tu gérais des postes Linux, tu gérais des serveurs. Automatiquement, la sécurité, ça faisait partie de ton travail, puis c'était enseigné. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a rendu ça comme un métier spécialisé, et ce qui a fait qu'on l'a sorti des tâches normales. Donc, c'est correct, tu n'as pas besoin de réfléchir à la sécurité, il y a d'autres personnes qui vont le faire pour toi. Puis j'ai eu la discussion avec le directeur maintenant qui est du bac à l'UQAM en génie logiciel. Et il m'a dit, mon vrai problème, c'est que la sécurité devrait faire partie de chacun des cours. Tu apprends à gérer des bases de données, il y a un volet sécurité dans tes cours de bases de données. On t'apprend les bases du web, il y a un volet sécurité sur les bases du web. Le problème, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez de gens formés là-dedans. Tu peux être un excellent, tu peux être à fond sur le machine learning, tu vas enseigner à tes élèves à faire du machine learning, mais si tu n'as jamais eu un cours de sécurité par le passé, tu vas pas forcément y penser à l'enseigner. Et c'est un peu le problème, j'ai l'impression, de beaucoup d'universités, c'est que comme on a spécialisé ce métier-là, il n'y a peut-être pas assez de personnes en sécurité non plus, on le voit nous-mêmes, c'est parfois difficile de recruter. Ça fait un ensemble un peu complexe pour des universités d'arriver à enseigner à des personnes la sécurité, comme faisant partie de la matière qu'ils sont censés voir. Donc ouais, tu as un très bon point. Et je pense pas que les universités veulent pas qu'on reste ignorant, c'est juste que c'est peut-être difficile de modifier des tonnes de curriculum pour dire non, la sécurité, c'est pas quelque chose à part, ça devrait faire partie de ton projet. Puis, pour revenir, j'ai malheureusement perdu ton nom. J'aimerais bien que ça... Voilà, parfait. Je pense que c'était... Jean-Nicolas, oui, c'est un bon point. Le problème réel, c'est bien ça, tu l'as abordé, c'est que c'est à nous, en tant qu'organisation, par exemple, pour des jardins, c'est à nous de rattraper ce gap-là. Donc, c'est pour ça qu'on a installé Secure Code Warrior, c'est pour ça qu'on doit faire des formations en sécurité, c'est pour ça qu'on a une équipe de pentest, c'est parce qu'on n'a plus le choix. On est obligé de rattraper quelque chose qui devrait faire partie d'une formation. Donc oui, c'est ça le problème principal que je vois avec ça. Ça veut dire aussi que toutes les personnes, souvent plus quand tu fais du web, quand tu apprends le web, tu as appris le web comme moi. Moi, je suis allé dans un café pendant 6 mois, puis j'ai appris à coder. Super. Mais dans tous les cours que je voyais en ligne, il n'y avait rien sur l'injection SQL, il n'y avait rien sur du XSS, ce genre de choses. Donc c'est sûr que mes premiers sites, si je les faisais pas dans un framework comme WordPress, Django et compagnie, c'est certain qu'il y avait des chances que je bâtisse des choses très vulnérables. Et c'est aussi ça le problème, c'est qu'on a surspécialisé le métier de sécurité au lieu de te dire, non, ça doit faire partie de ton projet. Donc, merci pour vos partages. Donc, je vous affiche aussi pourquoi c'est un problème d'un autre point de vue.
quasiment 50%, en fait, un peu plus de 50% des brèches qui avaient été dans un subset de brèches, de 433 brèches, quasiment 53% d'entre elles étaient dues à des applications qui contenaient des vulnérabilités. C'est un vrai souci de se dire que la moitié des brèches, c'est pas de l'ingénierie sociale. Puis j'ai une question pour vous. L'ingénierie sociale, ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Si vous connaissez pas l'ingénierie sociale, pouvez-vous lever votre main? Comme ça, je pense que vous pouvez faire ça dans Zoom. Vous pouvez, ouais, parfait. Ok, parfait. L'ingénierie sociale, en deux mots, un peu plus de deux mots, c'est d'aller viser l'humain. Parce que, on l'a vu, 53% des brèches étaient dues ici, en 2017, pour un subset de brèches spécifiques. C'était dû à des applications vulnérables. Mais en fait, il y a un gros pourcentage de ça. L'autre 47%, c'est sûrement dû à de l'humain. Puis l'humain, nous, des humains, des humaines, on fait des erreurs. Une machine, ça fait pas d'erreur. Ça te dit, voici, tu me dis de faire ça, tu me donnes un ensemble, tu me donnes une recette dans un livre, j'exécute la recette, puis tu auras un soufflé parfait. Je t'avais dit que tu m'as demandé de faire un soufflé, je te fais un soufflé. L'humain, il va peut-être oublier de rajouter la farine, il va peut-être oublier de mettre à jour ses librairies, il va peut-être oublier de tonnes de choses. Et en plus de ça, l'humain, il va cliquer sur des liens alors qu'il ne devrait pas. Donc, on va être capable de jouer avec l'humain. Donc, l'ingénierie sociale, c'est comment on est capable d'attaquer les failles humaines, de faire cliquer, de faire du phishing, de faire du spear phishing, ce qui est encore pire, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller viser n'importe qui, moi ou n'importe qui d'autre dans l'organisation, je vais aller cibler quelqu'un dont j'ai pu vérifier qu'il est haut placé chez Desjardins en termes de droit, donc ou dans une autre entreprise, peu importe. Je vais aller viser l'administrateur réseau de, je sais pas, de l'UQAM. Donc je vais aller sur les réseaux sociaux, je vais valider son nom, je vais trouver qui est sa mère, je vais trouver. Il va me dire oh, je suis tellement déçu que mon chien Poupou soit mort hier. Toutes ces choses-là, c'est des informations supplémentaires qui vont permettre de répondre à des questions de sécurité, qui vont permettre d'éventuellement de chercher des mots de passe, etc., etc. Donc, l'ingénierie sociale, c'est l'art de trouver des manières d'attaquer l'humain pour rentrer dans une organisation, principalement. Donc, pourquoi est-ce un problème? Les vulnérabilités apparaissent souvent par manque de connaissances de base en sécurité applicative. Donc, je vais vous présenter 1, 2, 3, plein de brèches. Puis la plupart de ces brèches-ci, c'était pas les hackers comme dans les films avec le Woody qui ça fait 17 ans que c'est un hacker, il est né avec Linux ou ce genre de choses. Maintenant, il y a plein d'outils automatisés pour exploiter des choses extrêmement basiques. Puis la plupart des brèches que vous avez vues, là, on parle de millions ou de milliards de données qui sont exfiltrées par des attaques externes. La plupart de ces attaques-là, en fait, ça a été de l'injection SQL, qui est une vulnérabilité basique. Un cloud ouvert, donc on parlait d'humain. L'humain, ça fait des erreurs. L'humain, ça va oublier de mettre un mot de passe sur un dossier qui contient des millions de données. L'humain, ça va créer Broken Access Control, ça va créer un site web qui va être vulnérable parce que la personne n'a pas pensé à qu'au final, oui, la page était sécurisée, mais que le fait que, donc imaginons, vous avez une page qui est site.com/administration, ça c'est sécurisé, mais le lien, si on transmet ce lien-là ailleurs, et qu'on est capable de récupérer les cookies de la personne, ça c'est pas sécurisé. On est capable de récupérer des données, des identifiants de la personne, ou bien il y a un autre lien qui s'appelle admin qui lui aussi fonctionne pour l'administration, puis lui il n'est pas sécurisé. Donc c'est ce genre de brèche là qui arrive. Puis remote file upload, donc il y a eu un des sites qui était assez horrible. En fait, la dernière brèche ici, c'était tout simplement que sur une page où on était capable d'uploader des photos qu'on voulait mettre dans des avatars, on était capable d'uploader du code qui permettait d'exploiter le site au complet. Donc, c'est comme ça qu'ils ont eu des milliers de données exfiltrées. Donc, on disait c'est des erreurs basiques, c'est souvent détectable par des outils open source, c'est souvent des erreurs de configuration, c'est des manques de mise à jour. Juste, vous mettez à jour votre Windows ou votre Linux,
vous devriez faire exactement la même chose avec vos frameworks. Vous avez un WordPress, vous avez un Drupal, vous avez Django, plein d'autres frameworks qui existent, vous les mettez à jour. C'est aussi simple que ça. Vous avez des librairies dans votre code, vous les mettez à jour aussi, de la même manière. Donc, ça va jusqu'à présent. J'essaie de ne pas aller trop vite. Si jamais vous avez des questions, allez-y. On va prendre une pause, comme ça je prends un petit peu d'eau. Ok, on continue. Le dernier point pour lequel c'est un problème, c'est qu'en fait, c'est les coûts. Donc, il y a des coûts directs liés à une brèche. Une brèche, quand elle a lieu, en général, on parle d'à peu près $200 de pertes nettes par client. C'est plusieurs millions de pertes. Puis, il y a les coûts indirects, qui ne sont pas forcément liés directement à chaque donnée perdue, mais c'est plutôt une perte de réputation, une perte de confiance. Puis ça aussi, ça peut coûter très cher. Si demain matin, votre service de votre quincaillerie se fait hacker, vous allez peut-être aller à l'autre quincaillerie. Vous allez peut-être vous dire, c'est quoi, je vais pas mettre, ils font un concours, je vais pas mettre mes données pour ce concours-là. J'ai pas envie de participer. Donc ça, c'est un des coûts indirects aussi. Maintenant, imaginons, vous rentrez dans une entreprise demain matin comme développeur et développeuse. Puis, on vous demande, OK, à ton avis, à quel moment dans le cycle de développement, c'est le moins cher et c'est le plus facile de corriger et de trouver des vulnérabilités? Est-ce que c'est à l'architecture du projet, à la programmation, lorsqu'on fait des tests d'assurance qualité, c'est-à-dire on a bâti le site, puis là on va tester, on va cliquer partout. Est-ce que c'est lors de la mise en production? Donc on le met en production, on va peut-être faire des tests en production, ou bien c'est lors de la maintenance, lorsqu'on va vérifier, OK, il y a peut-être ça à mettre à jour, faut qu'on mette à jour notre code là. Donc si vous voulez mettre le chiffre qui, à votre avis, est le moment où c'est le plus facile de corriger et le moins cher de corriger des vulnérabilités, ce serait quand? Juste fermer ma porte, continue. Alors, j'ai 3 réponses. Allez-y, allez-y. Je vous mettrai la musique de Jeopardy, mais j'oublie d'aller la prendre. Ok, je vais attendre peut-être 20 secondes de plus pour les quelques personnes qui n'ont pas répondu. Bon. Je pense que à peu près tout le monde a répondu. Alors, on va y aller simplement. Faut voir ça. Quand est-ce que c'est le plus facile et le moins cher? Le plus facile, c'est clairement au début. C'est pas clairement. C'est au début, mais c'est pas clairement. Le plus facile, c'est au début. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de fait encore, réellement. On a fait le minimum. À la fin, il y a plein de codes à réviser. Il y a plein de choses à revoir. Il y a plein de systèmes impliqués. Il y a un serveur, il y a le framework, il y a les librairies, etc., etc. Plus on est au début, à l'inception du projet, plus ça va être facile, mais surtout, moins ça va être cher. Puis, moi aussi, je me suis fait avoir au début, quand j'étais pas sûr. À l'architecture du projet en tant que tel, c'est là aussi où on détermine des tonnes de processus par rapport à notre projet. Notamment, quand est-ce qu'on met à jour les librairies? Est-ce qu'on peut mettre à jour les librairies automatiquement? Quels sont les frameworks qu'on va utiliser? Est-ce qu'ils sont sécuritaires? Est-ce qu'ils sont mis à jour régulièrement? Quels outils on va utiliser pour découvrir des vulnérabilités? Est-ce qu'on comprend bien comment faire de l'authentification? Quelles sont les librairies sécuritaires d'authentification? Lors de la planification, on est capable de trouver beaucoup de choses qui vont être utiles plus loin dans le projet. Et le point auquel on ne pense pas forcément, mais là, vous êtes sûrement habitué à faire des projets par vous-même ou peut-être en équipe.
Puis peut-être que vous avez déjà un travail ailleurs aussi. Mais plus on va loin, plus il y a de gens impliqués. Au début, à l'architecture, c'est soit le programmeur ou la programmeuse, ou bien parfois il y a des architectes qui vont bâtir le projet. Puis là, il peut y avoir juste des failles de logique au début à l'architecture. On peut se dire, OK, on va passer par là, 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 voici toutes les pages qui vont être disponibles. Ah, mais en fait, cette page-là est disponible ailleurs. Puis là, justement, on ne fait pas notre test pour vérifier que la personne qui accède à la page a le droit d'être sur cette page, ou bien elle a des droits qui lui permettent d'utiliser la page d'administration. Donc, à l'architecture, on est tout seul. Lorsqu'on code, on est souvent une équipe. On est rarement un seul ou une seule développeur ou développeuse. On peut être plusieurs. Plus ça va, plus c'est loin. Lorsqu'on va faire du QA, là, soudainement, il y a peut-être quelqu'un qui gère le QA. Il y a des gens qui vont faire le QA. Il y a eu les développeurs à qui on va donner des bugs. Les développeurs, les développeuses. Il y a peut-être l'architecte. Il y a peut-être des chefs d'équipe qui vont être impliqués. Puis plus on avance, pire c'est. Au point 5, ça a l'air d'être, pour moi aussi, je me disais, au point 5, on sait tout. Tout est disponible. Sauf qu'en fait, c'est le plus difficile parce que justement, tout est disponible. Il y a plein de choses à faire. Et en plus de ça, les personnes impliquées, ça devient énorme. Donc, plus on gère la sécurité tôt dans le projet, plus c'est facile à corriger et moins ça coûte cher parce qu'il y a moins de personnes, parce qu'il y a moins de code, parce qu'on sait exactement où on s'en va. Et c'est un des points que je voulais amener en tant que tel. C'est la planification en code, on essaie de le voir à l'école, mais c'est vraiment important. C'est plus important que ce qu'on pense. Pour la suite, est-ce que ce point-là, ça va? Est-ce qu'il y avait des choses, des commentaires? Vous pouvez faire juste des oui ou des non, puis voilà, ou des parfaits, des mains levées, comme vous voulez. Super. OK, on continue. Donc, pourquoi se former? Ça, c'est un sujet assez important. Parce que maintenant, la programmation sécuritaire, ça commence à être un besoin énorme dans les entreprises, dans les organisations générales. Parce que quelqu'un qui sait coder sécuritairement va être sûrement considéré comme plus quelqu'un qu'on veut engager que quelqu'un qui connaît pas forcément juste des principes de base. Vous n'avez pas besoin d'être des brutes en sécurité. Vous n'avez pas besoin d'être super fort, super forte en sécurité. Vous avez juste besoin d'avoir des bases. Et rien que ça vous met au-dessus de la pile de beaucoup de candidats et de candidates qui vont appliquer au boulot auquel vous allez appliquer. Donc, juste connaître le top 10 de l'OAS, juste améliorer vos connaissances en programmation aussi, parce que la sécurité, ça va vous aider à vous améliorer en programmation parce que vous allez plus comprendre des choses. Une programmation qui est centrée sur la sécurité est potentiellement meilleure pour la simple et bonne raison que on va programmer, parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de cuisiner sans recette. Programmer sans plan, c'est comme cuisiner sans recette. Une personne qui a beaucoup d'expérience peut arriver à cuisiner un plat génial ou peut arriver à coder une super belle application. Mais les autres vont faire des gâteaux à la sardine. C'est un peu la blague qu'on disait de temps en temps en cours avec des gens en sécurité. Parce que vous allez pas savoir vraiment ce que vous faites, parce que vous découvrez au moment donné où vous le faites. En final, vous assurez d'avoir une planification, c'est vous assurer de dire, OK, à tel endroit, ça va être ça mes fonctions. Cette classe-là, elle va servir uniquement à ça. Pourquoi je la fais comme ça? Parce que ça. En planifiant, vous allez éviter de découvrir des problèmes qui vous referaient faire du code en permanence. OK, j'ai fait, mon main est dans un énorme fichier. Ah, mais en fait, ça marche pas parce que ça va causer un problème pour ça. Ah, ça va causer un problème pour ça. Ah, au final, je suis obligé de refaire le code de l'authentification parce que ça marche pas avec lui. Donc, plus vous planifiez, meilleur va être votre code. Puis la sécurité, ça force à planifier la programmation. Puis, il y a aussi un truc qui arrive souvent dans les projets. Les gens disent, on verra la sécurité à la fin. On mettra à jour des choses, on verra la sécurité à la fin. Et ça, c'est le pire, parce qu'à la fin, c'est quand vous n'avez pas le temps. À la fin, c'est que vous êtes proche de la deadline, il faut livrer. Vous n'avez pas le temps de vérifier votre sécurité. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir la sécurité avant. Le dernier point important, la sécurité, ça va vous amener à avoir des patterns de code sécuritaires utilisés dans des tonnes d'applications, validés par des centaines de personnes. Puis, vous allez être sûr que ça marche. Et ça, c'est déjà faire
OK, vous pouvez faire vous-même ce qu'on appelle un CMS, un Content Management System, comme WordPress, comme Drupal, etc. Donc, vous pouvez créer votre propre site, propre blog, par exemple. Mais si vous utilisez WordPress, Drupal ou Django avec des plugins spécifiques pour Django et peut-être que Drupal, je ne sais plus, ça vient avec du blog directement. Mais si vous utilisez ces frameworks-là qui sont faits pour ça, ben, vous avez beaucoup moins de chances d'avoir des problèmes de sécurité à partir du moment où vous les mettez à jour, parce que ça a été réfléchi, puis ça a été utilisé. Puis c'est pas toujours vrai, il y a des frameworks qui sont pas aussi bons. Puis parfois, vous avez besoin de faire des choses custom, mais dans ce cas-là, ben, vous devez avoir de l'expérience ou bien vous devez vraiment comprendre comment ces systèmes-là ont été bâtis. Alors, qu'est-ce que vous devez connaître en sécurité? Ben, je vous donne un menu, puis vous n'êtes pas obligé de tout connaître. Mais le top 10 de l'OWASP, juste comprendre les 10 vulnérabilités les plus communes du web, ça c'est super important. Comment est-ce qu'elles arrivent? Le côté offensif. Donc, comment je casse quelque chose? Comment la vulnérabilité fonctionne? Puis le côté défensif, comment on les corrige? Le côté offensif, c'est important, même si souvent des devs vont pas être super intéressés parce qu'on veut bâtir des choses, on aime moins les casser. Mais le côté offensif, c'est super important parce que en comprenant comment la vulnérabilité fonctionne réellement, le mécanisme qui fait que le code est vulnérable, le mécanisme qui fait que cette fonction-là en PHP, c'est vulnérable avec ça spécifiquement, ben ça va vraiment vous permettre de savoir comment vous assurer que ce code-là est plus vulnérable. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Pour ce qui est du côté défensif, ben, c'est juste de savoir comment le corriger. Puis, je vais vous présenter après concrètement comment est-ce qu'on code sécuritairement. Est-ce que quelqu'un connaît l'OWASP? Ça vous dit quelque chose? Vous pouvez lever la main si c'est le cas. OK. C'est normal, c'est souvent un truc qu'on voit plus tard. L'OWASP, c'est un organisme à but non lucratif qui vise à améliorer la sécurité des applications. Ils bâtissent quelque chose de très connu qui est le top 10 de l'OWASP, qui vous présente les 10 vulnérabilités les plus communes sur le web, puis ils le mettent à jour en général aux 2-3 ans. Puis en plus de ça, ils bâtissent plein d'outils pour aider les gens pour qu'ils s'assurent que leur code soit plus vulnérable. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter rapidement les 10. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais aller vite. Puis je vous laisserai par vous-même aller vérifier le top 10. Et si on a du temps, à la fin, je vais vous présenter 3 vulnérabilités ou 1 ou 2 vulnérabilités à votre choix. L'injection. Ouais. Juste là-dessus, c'est Julien. Donc, le OWASP étant la thématique de toute la semaine, il y a un atelier spécifique sur le OWASP, donc n'hésite pas à faire un tour de roue, mais te sens pas gêné si tu veux. Merci Julien, tu me rassures, c'est ça, je voulais juste pas trop speeder. Parfait, donc on va aller rapidement et puis vous verrez le reste plus en détail avec d'autres formateurs, formatrices. Le top 1 de l'OWASP, c'est l'injection. Donc vous avez sûrement entendu parler d'injection SQL, vous avez sûrement entendu parler d'autres systèmes comme ça. Donc l'injection, c'est tout ce qui permet d'injecter du code à travers des entrées utilisateurs. Broken Authentication, violation de gestion d'authentification. Ça, c'est un problème que vous allez voir souvent dans les sites web. Par exemple, c'est d'être capable de casser l'authentification. Si vous êtes capable de taper sur entrée pour le mot de passe, puis que soudainement, ça vous laisse entrer, ou ce genre de choses. XML, Sensitive Data Exposure, c'est d'exposer des données sensibles. Ça, c'est un vrai souci. Ça peut être dans des commentaires, ça peut être dans des fichiers robots.txt, ça peut être dans plein de choses. Donc, ou ça peut être même carrément des fichiers ouverts sur un serveur. XML, External Entities, c'est un truc vraiment très particulier. Je vais aller vite là-dessus, mais le XML, c'est un vieux protocole de sérialisation de données. Donc, c'est de transformer des données, en fait, pour les rendre plus faciles à transporter. Le problème, c'est que il y a des choses qu'on appelle les interpréteurs qui vont interpréter du XML néfaste comme étant du code. Ça aussi, c'est un problème. Broken Access Control, c'est par exemple, vous êtes sur un site, votre profil a un ID. Vous allez voir sur votre page, je sais pas moi, site.com/1, ça c'est /0, ça c'est vous. Mais si vous allez sur le /1, vous êtes capable d'accéder au compte d'une autre personne. Ça arrive. Il y a des sites encore qui font des bêtises comme ça. Il y a de la mauvaise configuration de sécurité. Ça, tout est dans le nom.
cross-site scripting, qui est souvent un problème de la donnée que vous entrez dans un site est capable d'apparaître pour d'autres utilisateurs du site plus tard. Donc, vous cassez carrément des éléments de la page, ou bien vous êtes capable de faire des choses vraiment pires que ça. Une secure deserialization, c'est justement ça, c'est transformer des données, puis lorsqu'on les décode, que ça soit interprété comme du code néfaste. Et ensuite, les deux autres, c'est des problèmes de journalisation, puis c'est des problèmes d'utiliser des composants avec des vulnérabilités connues, donc comme des librairies qui ne sont pas à jour, ce genre de choses. On va passer sur ça. Donc, dans ce cas-là, on va oublier le bonus. Puis, s'il faut, on reviendra dessus. Donc, le côté offensif, ce qui vous intéresse pour vous vous améliorer très vite, c'est Over the Wire. C'est un super bon site. overthewire.org/wargames. C'est un très bon site qui vous apprend des bases sur Linux, sur le web, sur du réseau. Je pense qu'il y a de la crypto. Ça vous apprend vraiment des bases vraiment très solides. C'est très fort. Et à chaque fois que, je pense que est-ce que ça va marcher? Oui, ça va marcher. À chaque fois que vous allez dessus, je ne sais pas si j'ai partagé l'écran complet, je pense que oui. Vous voyez le site en ce moment? Oui. Parfait. Ouais. Donc voilà, donc c'est vraiment, à chaque fois que vous allez avoir des exercices, vous avez des tonnes de niveaux pour chaque type d'exercice. Et ils vont vous dire, regarde, voici des notes, donc voici des commandes dont vous allez avoir besoin, voici le but de votre niveau. C'est super didactique, c'est vraiment fait pour des débutants et des débutantes. Je vous le conseille extrêmement fortement. J'ai appris énormément de choses avec ça. C'est vraiment un bon site. CTF Time, ça c'est plus si vous avez envie de faire des compétitions de sécurité. Ça va vous donner en fait la liste de tous les CTF qui s'en viennent ou des CTF passés. Ça va vous donner quelque chose qu'on appelle des write-ups, qui sont en fait des explications détaillées des challenges et comment ils ont été résolus par les participants et les participantes. Ring Zero, c'est un site super connu, surtout au Canada. Ring Zero Team, c'est un site qui vous permet de faire justement c'est comme un CTF permanent. Donc, c'est plein de choses de sécurité plus offensive. Là où Wargames va être très, très didactique, Ring Zero, c'est quand même solidement difficile. Les premiers, vous allez sûrement y arriver. Puis, très vite, ça va vous demander beaucoup de travail. Par contre, c'est une des meilleures manières d'apprendre la sécurité. C'est excellent. Et c'est très complet. Le dernier, c'est Hack the Box. Je le connais moins bien. Juste sur Ring Zero, si vous avez un jour le statut licorne, s'il vous plaît, envoyez-moi un message. On vous veut. Ouais, le scoreboard, bon là, je m'étais pas logué. Statut licorne, c'est quand tu dépasses les 1000 points. Puis, en fait, si vous voulez rire, là, je vais pas les nommer parce que pour leur identité, mais je peux vous dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 qui sont chez Desjardins ou qui sont passés chez Desjardins dans le top 18, on va dire, dans les gens qui ont 1000 les plus. Donc, vraiment, là, c'est vraiment regardé par des employeurs. Donc, c'est comme le disait Julien. Donc, si jamais vous voulez un jour y aller, faites-vous plaisir parce que ça se peut qu'on vous demande c'est quoi votre niveau sur Ring Zero. Puis le dernier site, c'est Hack the Box. C'est un site français, je pense, d'origine, où je confonds avec un autre à chaque fois. Mais Hack the Box, c'est vraiment de casser ce qu'on appelle des box. Donc, en gros, comme si vous aviez des serveurs vulnérables. Puis vous allez aller sur un ensemble de serveurs et vous allez les casser, les briser, trouver des flags. Puis ça aussi, c'est quand même assez haut niveau. Mais si vous faites Over the Wire, et sur CTF Time, il y a vraiment plusieurs CTF qui sont marqués comme débutants, débutantes. Vous allez vraiment apprendre énormément sur la sécurité. Si en plus vous voulez faire du pentest, la sécurité offensive, et que vous voulez faire des choses très techniques, ça c'est un excellent chemin pour ça. Si vous voulez juste programmer dans la vie, je vous dirais juste Over the Wire, puis par exemple si vous faites du web, sur Ring Zero, les exercices de web vont déjà vous amener à un niveau vraiment élevé, très vite, même dans votre code. Sérieusement, sous-estimez pas à quel point ça va améliorer votre capacité à programmer. Le côté défensif,
En fait, avant qu'on passe, est-ce que vous avez déjà fait des CTF? Est-ce que quelqu'un, ça disait quelque chose des CTF avant ou pas du tout? Ok, une personne. Ben, Capture de flag. ouais, c'est ça, capture the flag, exactement. Donc, tu veux expliquer le principe ou tu veux que je l'explique? Je pense que ce serait mieux en mesure de l'expliquer que moi. Ouais, ok, c'est correct. Mais c'est ça, en gros, dans des CTF, vous allez récupérer des flags qui sont des espèces d'ensemble de lettres et de chiffres. C'est des suites alphanumériques. Avec, souvent, ça commence par flag. Ça, c'est pour dire, OK, j'ai réussi à casser le truc, j'ai réussi à hacker le serveur ou le site, et je vous le prouve en vous donnant le flag qui était caché. Et ça correspond à la vie réelle quand un pentester va arriver quelque part. C'est fort souvent les ententes qui sont faites avec les entreprises dans lesquelles ils vont pentester, c'est de dire, bah, tu vas devoir récupérer le fichier de comptabilité de tel truc ou ce genre de choses-là comme preuve, ou tu dois te prendre en photo dans le bureau du directeur, si c'est pour de la sécurité physique, par exemple. Donc c'est quand même drôle, c'est basé sur la vie réelle. Pour ce qui est du côté défensif, le meilleur, c'est le site de l'OWASP. Je peux vous le montrer très rapidement. Ça aurait été bien que ça s'ouvre ailleurs. Pouip. Le site de l'OWASP, ça contient énormément de choses. Le top 10, justement, de l'OWASP, pour le voir plus en détail. Mais ça contient aussi énormément d'autres choses que je vais vous montrer un peu plus tard. C'est une Bible, c'est une référence. Ah, je connais pas le site Altoro Mutual. Je regarderai après si tu veux. Donc ça, c'est le premier site, mais on va faire un petit tour tout à l'heure. Stack Overflow, forcément, c'est pas une surprise. Si vous codez, vous savez déjà ce qui se passe. Stack Overflow, ça va vous aider. Ça peut pas vous aider pour des gros projets, mais ça peut vous aider pour des questions de sécurité. Il y a des endroits spécifiques pour la sécurité du code, etc. SonarCube, ça c'est un côté défensif intéressant. Donc c'est un outil qui est open source et il y a une version payante qui est utilisée dans beaucoup d'organisations. Et SonarCube, c'est des tests de sécurité de votre code. Donc ça scanne votre code de manière ce qu'on appelle statique, c'est-à-dire que ça lit votre code, puis ça vérifie s'il y a des patterns qui sont vulnérables, ça vérifie si vos librairies sont à jour, ça vérifie, la plupart du temps c'est ce genre de choses-là. Si vous avez une vulnérabilité qui est découverte par SonarCube, c'est génial, parce que ça veut dire que c'était une vulnérabilité sûrement relativement facile à exploiter. Donc c'est très bien que vous l'ayez. Puis parfois, il y en a certaines qui sont vraiment plus complexes, là, attention. Ça ne veut pas dire que vous codez mal forcément, mais ça veut dire juste que vous aviez laissé passer une vulnérabilité ou bien qu'une de vos librairies n'est peut-être pas à jour, ce genre de choses. Avec plusieurs, ils utilisent notamment, on parlait d'OWASP, ils utilisent des outils comme OWASP Dependency Check qui vont s'assurer que vos librairies ne sont pas vulnérables, ce genre de choses. Je vous conseille fortement quand vous codez on ne parle pas forcément pour l'école, mais si un jour vous codez en entreprise, s'il n'y a pas de test de sécurité comme ça, c'est important d'en parler et de faire ce genre de test de sécurité-là. Le dernier, c'est Burp. Ça peut être utile à la fois pour le côté offensif et défensif. Burp, ce que ça fait, c'est que ça vérifie les requêtes qui sont faites à un site web et en fait, ça vérifie pas. C'est un proxy entre le site web et votre navigateur. Donc, c'est comme en sécurité, on appelle un man in the middle. Donc, c'est comme si vous allez transmettre des lettres, puis le facteur lisait chacune de vos lettres, et ensuite il va le donner à votre destinataire. Un proxy, c'est à peu près ça. Donc, un proxy, on peut s'en servir pour avoir une autre adresse IP, on peut s'en servir pour plein d'autres choses. Mais là, Burp, c'est un proxy que vous allez contrôler, qui est sur votre machine. Donc, vous allez envoyer une requête à un site web, par exemple, donne-moi la page oasp.org. Lui, il va recevoir la requête et il va vous montrer tout ce qu'il y a dans la requête. Ça va être super utile pour vérifier si vous avez, par exemple, est-ce que je mets le mot de passe quelque part? Est-ce que je mets trop d'informations dans une requête? Parce que ces requêtes-là, elles peuvent être interceptées par d'autres personnes. Donc, s'il y a des données en clair que je veux pas qu'ils soient en clair dans une requête, Burp peut vous aider à regarder ça. Avec ça, on a fait déjà un bon morceau de la présentation. Est-ce qu'il y avait des questions? Des commentaires?
Mon Dieu. Alors, soit je suis très clair, soit vous êtes peut-être timide, ou, ou bien je ne le suis pas, puis vous n'osez pas me le dire. Mais il faut pas hésiter dans tous les cas. Ou bien, merci beaucoup en tout cas, s'il n'y a pas de souci. Comment coder sécuritairement? Donc, il y a plein d'éléments qui peuvent être utiles pour ça. Donc, on parlait de OWASP. OWASP a trois choses différentes. Je vais aller vite dessus. Je veux pas vous perdre avec ça. Vous pouvez les regarder vous-même. C'est mieux si vous le regardez vous-même. Le OWASP Top 10 Proactive Controls, ça, c'est un ensemble de contrôles qu'on peut mettre dans une application pour s'assurer qu'elle ne sera pas vulnérable. Puis, très rapidement, on parlait de planification tout à l'heure. Bah, c'est exactement ça. C'est de la planification. Est-ce qu'on a défini des prérequis de sécurité? Est-ce qu'on va s'assurer qu'on utilise les outils sécuritaires dans des librairies ou dans des frameworks? Est-ce que l'accès à notre base de données est sécuritaire? Est-ce qu'on encode et qu'on échappe des données pour s'assurer justement qu'on ne puisse pas injecter du code dans des données? Pareil pour Validate All Input, etc., etc. Donc, c'est un ensemble de contrôles proactifs. Même si vous n'êtes pas obligé de passer à travers lorsque vous codez, ça peut être super utile lors de la planification, de vous dire, OK, on va s'assurer que notre base de données, elle a bien un mot de passe, que le mot de passe n'est pas sauvegardé quelque part sur le site, etc., etc. Donc, les Proactive Controls, c'est vraiment un excellent début à connaître lorsque vous codez. La Cheat Sheet Series, ça, c'est vraiment, souvent, c'est pour des langages ou des vulnérabilités spécifiques. Ça va vous dire exactement, OK, très rapidement, là, je veux faire de l'authentification. Comment est-ce que je fais de l'authentification claire, par exemple? Ou bien, voilà. Donc là, c'est vraiment comment je fais de l'authentification claire. Quelles sont toutes les choses que je pourrais. Comment est-ce que je m'assure de laisser des gens téléverser des fichiers sur mon site et que ce soit sécuritaire, etc., etc. Donc ça, c'est plein de choses vraiment intéressantes, défensives, lorsque vous apprenez à programmer de manière sécuritaire. L'ASVS, vous allez sûrement jamais le lire au complet, puis c'est très bien comme ça. Mais c'est un super bel outil justement pour compléter ce que vous avez fait avec l'autre, avec le Cheat Sheet Series. Vous voulez spécifiquement faire une application web et vous voulez mettre de l'authentification, ça va vous dire exactement, OK, voici toutes les choses de manière technique que tu dois faire pour t'assurer que chacune des choses que tu fais est sécuritaire. Donc, c'est un peu comme le Cheat Sheet Series, mais version vraiment plus profonde, plus deep, pour plus comprendre comment coder de manière sécuritaire. Puis, je vous donne quelques hints. Vous faites pas vos propres modules de cryptographie. Vous n'êtes pas, c'est un métier. Puis c'est votre métier, ça va sûrement être de programmer ou d'autres choses, mais on fait pas sa propre crypto, on fait pas sa propre authentification. Très souvent, vous avez des librairies. Ça se peut que vous ayez à la faire, mais très souvent, vous avez des librairies qui sont très bien faites, qui sont maintenues. Vous mettez à jour vos librairies, puis vous scannez votre code avec des outils de découverte de vulnérabilité. Rien que faire ça, c'est-à-dire ne pas faire ces deux choses-là et faire le reste, ça vous permet déjà d'avoir quelque chose, un minimum sécuritaire. Puis après, vous respectez le top 10 de l'OWASP, puis vous allez être bon là-dedans. Avec ça, on arriverait à la partie bonus. Donc là, on prendrait des questions. Puis sinon, on va passer à la partie bonus. C'est à vous de voir, si vous avez des questions. Est-ce que la diapositive sera disponible? Je peux tout à fait vous la donner, ouais, c'est pas un souci. Marc-André ou Julien, vous pourrez les envoyer. Okay, d'accord. Okay. Oh oui. Ok, Sunny, tu demandes comment ça marche le peer-to-peer. Alors, ok, le peer-to-peer, en gros, en 3 secondes et demie, en termes de sécurité, justement, c'est un peu intense parce que c'est comme si vous transformiez votre ordinateur comme un serveur, en gros. Donc, le peer-to-peer, c'est le principe de base, là, quand c'était Napster et compagnie, c'est que chaque personne transformait sa machine comme un serveur dans laquelle on rendait disponibles des fichiers qu'on allait partager à d'autres personnes. Puis, ça a évolué, le peer-to-peer. Donc, non seulement, imaginons que vous aviez un film qui fait 1 giga. Le film était
en plus de ça, on pouvait le diviser en plein de morceaux. On va rester vague. Plein de morceaux. Et vous pouviez de cette manière, si par exemple vous alliez initier une connexion chez quelqu'un puis que c'était lent chez lui, vous allez chercher une autre personne, une autre personne, une autre personne qui a le film ou qui a le livre ou peu importe, le fichier. Et vous allez pouvoir récupérer des morceaux différents de ce même fichier-là à travers plein de personnes différentes. Donc le peer-to-peer, ça peut devenir ultra rapide, ultra vite, parce qu'on ne télécharge pas chez une personne qui a peut-être une mauvaise connexion Internet, on télécharge chez tout le monde qui possède le même fichier des morceaux différents que à la fin, le logiciel va recoller pour avoir un fichier complet. Donc le peer-to-peer, c'est vraiment transformer son ordinateur comme un serveur, que tout le monde le fasse de cette manière-là. Et dans ce cas-là, la gestion du téléchargement est décentralisée, donc elle est accélérée. J'espère que j'ai répondu à ta question, Sam. Ça sortait un peu du topic, mais regarde, ça m'a pris 1 minute, on peut bien y répondre. Est-ce qu'il y a des risques de perdre des fichiers? Pas forcément, non. Tes fichiers sont disponibles, les gens n'ont pas accès à ne peuvent pas forcément les supprimer, ils peuvent juste y accéder, puis c'est toi qui choisis les fichiers que tu mets dedans. Mais bon, ça sort du topic, donc je veux pas trop continuer là-dessus. On va aller sur le bonus. C'est les 6 attaques, les étapes d'une attaque réussie d'après des recherches de l'armée. Puis ça s'applique vraiment à la sécurité, surtout offensive. Donc c'est reconnaissance, balayage, accès, exploitation, maintien des accès, exfiltration, nettoyage, obfuscation. Je vous présente ça pourquoi? Pour que vous trouviez des morceaux où vous pouvez bloquer chacune de ces étapes-là. Donc dans votre code, dans votre gestion de votre serveur, dans votre gestion de votre site web, comment est-ce que vous pouvez empêcher qu'une attaque survienne en fait? Donc la première étape d'une attaque, c'est la reconnaissance. On détermine quels sont les systèmes impliqués. Donc, dans la vie réelle, imaginons que si c'était plutôt un soldat qui voulait attaquer quelque chose ou une soldate qui voulait attaquer quelque chose, ça va être plus vérifier les humains. OK, est-ce qu'il y a des portes? Est-ce qu'elles sont fermées? Pour nous, en informatique, il y a quoi comme système sur ce site? OK, ce site-là permet de payer. Ce site-là, il permet d'envoyer des messages. Ce site-là, il permet de valider des comptes, par exemple. Donc ça, c'est de la reconnaissance. Puis ensuite, on va chercher c'est quoi les points visibles publics de ces systèmes-là. Ça peut être des employés, donc ça peut être sur des médias sociaux, ça revient au social engineering dont on parlait tout à l'heure. Ça peut être des technologies, quels sont les serveurs, quels sont les systèmes d'exploitation, est-ce que c'est Windows, Linux, est-ce que c'est un vieux Windows XP, est-ce que c'est un vieux Linux, quels sont les langages, et après, ça peut être des lieux, des adresses IP par exemple. Donc on reconnaît, on essaie de tâter le terrain et vérifier, OK, tout ça, on fait un inventaire des systèmes impliqués. Ensuite, c'est le balayage ou le scanning. Quels sont les points faibles là-dedans? J'ai trouvé un Windows XP, ça c'est très faible. Donc, est-ce que j'ai des vieux systèmes? Est-ce que j'ai des vieux protocoles? Est-ce que j'ai est-ce qu'il y a des personnes, par exemple, si c'était plutôt la vie réelle, est-ce que cette personne-là, tous les jours, elle va à la même heure au travail? Si oui, est-ce que je peux passer derrière elle pour ouvrir la porte? Pour nous, ça serait est-ce que tous les soirs, il y a une routine qui envoie quelque chose quelque part? Est-ce qu'on voit des connexions qui sortent de serveurs-là, par exemple? Accès exploitation, c'est j'ai fait l'inventaire des choses potentiellement attaquables, j'ai été trouver les faiblesses, je suis capable d'exploiter une faiblesse, parfait. Est-ce que je vais faire un test? Est-ce que il y a une alarme? Est-ce que le site est soudainement en maintenance? Est-ce que j'ai une page qui me dit vous ne devriez pas faire ça, mais que j'ai quand même réussi à passer? Donc ça, c'est la première. Souvent, c'est un test. Après, ils vont faire une vraie récupération des données. Donc là, ils vont exploiter la faiblesse puis exfiltrer toutes les données possibles. Puis parfois, il va y avoir aussi ce qu'on appelle de l'escalade de privilèges. C'est-à-dire que, OK, j'ai réussi à hacker le compte de quelqu'un, je vais trouver un compte qui a plus de pouvoir, l'administrateur ou l'administratrice du site, par exemple. Ça, c'est une étape, la 4e, qui n'est pas toujours nécessaire, ça s'appelle le maintien des accès. Donc ça, souvent, on est sur un site puis on veut y rester, ou on est sur un serveur et on veut y rester. On va bâtir une porte arrière, on va ouvrir un port avec un petit programme, avec un mot de passe pour nous, par exemple. On va uploader ce qu'on appelle un web shell sur un site web. Donc, je vais être capable de faire des commandes sur le serveur en utilisant le site web comme entrée. Ou bien je me crée un profil d'employé et dans la vie réelle, je me créerai un badge, etc. L'autre étape, c'est l'exfiltration. Donc là, c'est vraiment
je vais récupérer toutes les données que je peux de manière la plus discrète possible, en laissant le moins de traces possible, puis pour les stocker dans un lieu sûr. Donc, c'est vraiment assez obvious en bon français. Puis la dernière étape, c'est le nettoyage et obfuscation. Donc, souvent, des attaquants vont enlever tous les logs, tous les journaux possibles du serveur, vont supprimer les comptes qu'ils ont créés, vont essayer de nettoyer le plus possible leurs traces pour éviter qu'une investigation puisse trouver qui c'est et qu'est-ce qu'ils ont pris exactement. Donc, c'est des journaux. Dans la vie réelle, ce serait des vidéos de surveillance. Ça peut être des badges, ça peut être des comptes utilisateurs, des messages, etc., etc. Donc, pour chaque étape, quelle action vous prendriez pour vous protéger? Donc, imaginons, on parlait tout à l'heure, la reconnaissance. À votre avis, comment est-ce qu'on se protège au niveau reconnaissance? Pour rappel, c'est de faire l'inventaire des choses qui sont potentiellement vulnérables. Comment vous verriez ça pour vous? Imaginons, vous faites un site web. Faut juste rien avoir de vulnérable. C'est un bon point. Ouais. Ou le moins possible, en tout cas, le réduire. Ouais. Puis, tu vois, en plus, cette étape-là, c'est de l'information souvent qu'on veut. Donc, ton point est valide et je dirais même plus loin, je dirais, on essaie de rien laisser paraître. On ne va pas dire ce site web utilise WordPress, même si on est capable de le savoir quand même. Mais ce site web utilise WordPress avec la version 4.3.2. Ce site web utilise ce plugin ou ce module-là avec la version 2.x.3. Ça peut être aussi, on ne met pas de commentaires dans notre code qui est affiché à l'externe. Donc, j'ai une page. Ben, dans ma page, je ne vais pas dire oh, by the way, la page d'administration est à telle adresse. Ça, c'est le genre de choses qu'on va éviter de mettre. Donc, en gros, ça revient dans le top 10 de l'OWASP à ne pas exposer des données sensibles ou en exposer le moins possible. Puis, tu as un autre point que tu disais aussi, on ne veut pas être vulnérable. Si on a un serveur, ben, on va endurcir ce serveur-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas installer un Windows normal comme vous l'auriez chez vous. On va installer une version de Windows Server spécifique. Puis on va s'assurer qu'on a fermé le plus de services possible pour justement pas laisser des ports ouverts, pour justement pas permettre d'avoir, comme tu dis, des vulnérabilités, donc des choses exposées. Donc, est-ce qu'on a des messages d'erreur trop clairs aussi dans notre application? Compte existant, mais mot de passe invalide. Ben ça permet de savoir, OK, je suis capable d'énumérer des noms d'usagers. Donc, je pourrais faire José 1, 2, 3, puis je vérifie, ah, OK, il n'existe pas parce qu'il me dit plus compte existant. Il va me dire compte inexistant, par exemple. Ou à l'inverse, ça peut être votre mot de passe n'est pas bon, mais votre utilisateur est bon. C'est un peu ce genre de message-là. Ça, c'est vraiment mauvais parce qu'on est capable d'avoir beaucoup d'informations grâce à ça. Est-ce qu'on a des pages de debug par défaut dans l'application? Souvent, ça arrive. C'est une page de debug qui va vous expliquer, OK, vous voyez cette page parce que vous avez une erreur dans votre application. Ça, faut pas. Ça vaut mieux faire une erreur autre et l'afficher à l'écran. Est-ce qu'on essaie de cacher des pages d'administration dans le fichier de robot.txt? Robot.txt, c'est un fichier qui permet de dire à Google, les bots de Google, les bots des moteurs de recherche, oui, tu peux indexer toutes les pages dans ton moteur de recherche, mais je veux pas que tu ailles indexer cette page, cette page, cette page, cette page. Et souvent, c'est la première chose que des attaquants vont regarder, parce que tu me dis qu'il faut pas que j'y aille en tant que bot. Ben moi, en tant que hacker, ça me dit que cette page-là, elle est intéressante pour moi. Est-ce qu'on donne accès à des adresses IP ou des systèmes internes? Donc, est-ce qu'on est capable d'aller plus loin ou de vérifier des adresses IP du site? Le scanning, donc le balayage. Donc là, on a fait un inventaire de choses qui sont vulnérables. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de... En fait, je vais peut-être pas vous poser la question pour celui-ci, parce que c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus simple, ça rejoint le précédent. Donc, c'est de savoir, est-ce qu'on a mis à jour nos librairies? Parce que c'est une des choses les plus importantes. Si on a la version des librairies en premier, le scanning, ça va nous dire, ça, cette version-là, elle est vulnérable. Donc, on met à jour nos librairies. Ça va nous éviter d'avoir des problèmes à cette étape-ci. Est-ce qu'on a mis à jour notre framework? WordPress, Magento, Django, etc. Et est-ce qu'on a mis à jour les plugins, les composants, les modules de ce framework-là? Au niveau de l'accès à exploitation, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter de donner accès justement à des gens ou bien de monitorer si des gens essayent d'avoir accès à une application, qu'ils essayent de la hacker? Créer des méthodes d'authentification sécures. Ça, c'est un très bon point, ouais.
Le CAPTCHA, ouais, ça c'est un très bon point aussi, Sonny. Bon, ben, vous avez tous les deux des bonnes réponses. Le CAPTCHA, c'est un excellent point. Donc, un autre point aussi, c'est on va lever des alertes lorsqu'une tentative de connexion échoue à plusieurs reprises. Vous voyez souvent sur les sites. Pourquoi on fait ça? Parce que ça, c'est la phase d'accès et d'exploitation. On essaye de briser le compte de quelqu'un. Donc là, ils vont essayer de brute forcer, ils vont essayer de lancer des tonnes de mots de passe différents. Justement, ils ont fait du social engineering, ils ont récupéré le nom du premier chien de la personne, ils ont récupéré la date de naissance parce que il a fêté joyeux anniversaire à sa mère, par exemple, ou à sa copine, ou à son copain. Et ben, on récupère la date de naissance, le prénom de la personne, on les colle ensemble. Et ça, souvent, ben, les gens vont essayer de faire des tonnes de tests avec ça. Donc, après 3, 4, 5 tentatives échouées, ben, il devrait y avoir soit des alertes, soit on devrait carrément bloquer le compte, prévenir la personne, lui envoyer un courriel pour dire attention, quelqu'un essaie de bloquer votre compte, par exemple. Est-ce qu'on bloque le compte ou bien... Et puis, on n'est pas obligé de le bloquer de manière hard comme ça. On peut aussi juste bloquer pour la personne qui essaye trop souvent. Puis, les CAPTCHA, c'est aussi un bon point. C'est une autre manière de bloquer parce que bah, soudainement, c'est plus un script qui doit faire ça. Il faut récupérer un CAPTCHA à la fois. C'est beaucoup trop complexe. Pour le niveau des maintiens des accès, qu'est-ce que vous diriez? C'est peut-être un peu plus complexe. Les cookies, par exemple? Ok. Peut-être moins, mais c'est un bon point. C'est souvent un point vulnérable qui permet d'accéder. Ah oui, ça aussi, Sony, c'est un bon point. Éviter de rester connecté. Ouais, donc le maintien des accès, ça peut être de déconnecter des gens, mais surtout, nous, ce qui nous intéresse au niveau du maintien des accès, c'est de vérifier est-ce que quelqu'un ouvre un service, change le code qui est en production directement, ouvre un service qu'il n'aurait pas dû ouvrir. Donc souvent, on va mettre une backdoor. Donc on va dire j'ai rajouté une route dans ton site web. Ton site web, c'est plus ces 5 routes-là qui seraient genre /admin, /connexion, /blog, mais je rajoute aussi une route qui est /web shell. Donc ça, c'est dangereux. On va éviter d'avoir on va avoir des alertes si jamais il y a des choses qui sont rajoutées en production ou quand on ouvre un port sur un serveur, par exemple, pour un nouveau service. Ou bien, lorsqu'un nouveau compte est créé, ça rejoignait un peu ce que vous disiez. Si moi, je me fais déconnecter alors que je suis en ce moment sur le site parce que quelqu'un d'autre s'est connecté en même temps que moi, faudrait qu'on ait une alerte, faudrait que je sache qu'en ce moment, moi, l'administrateur, je me fais déconnecter parce que quelqu'un a réussi à se connecter à mon compte, ou bien moi, je me fais hacker parce que quelqu'un a réussi, je suis un utilisateur normal, je me fais hacker. Je vais pas vous poser des questions pour la suite parce que comme ça, on va finir à l'heure, je veux pas trop abuser. L'exfiltration, c'est de recevoir des alertes quand il y a beaucoup trop de pages qui sont consultées d'un coup, quand on essaye de genre ce qu'on appelle pomper un site, là, genre aspirer le site au complet, ou bien lorsque une personne semble se connecter à 5 comptes différents sur la même machine, peut-être que ça aussi c'est un souci, la personne ne devrait pas avoir autant de comptes peut-être. Puis nettoyage obfuscation, est-ce qu'on s'assure que nos journaux ne soient pas uniquement sur un serveur, mais sur plusieurs serveurs? Parce que les attaquants vont sûrement supprimer les journaux du serveur, mais si c'est à chaque fois sauvegardé ailleurs, ben, on va quand même avoir les journaux pour la suite, pour faire notre enquête. Est-ce qu'on fait des... Oui? Un journal, c'est quoi en anglais? Ouais, log, pardon. Ok, merci. Ouais, c'est des logs. J'ai l'habitude de traduire tout en français. Merci Catherine. Est-ce qu'on fait des sauvegardes régulières du code et des bases de données en dehors du serveur sur lequel on est aussi? Parce que si jamais il nous supprime complètement notre base de données, on aimerait avoir une sauvegarde ailleurs. Est-ce qu'on a un plan en cas de désastre? Si jamais on nous wipe le disque dur de notre serveur, est-ce qu'on a en combien de temps on est capable de remettre notre site up and running pour tout le monde? Puis c'est tout. C'est tout. Désolé, j'ai rushé la fin, mais je voulais assurer de rester dans le temps. Une ancienne version stable, ouais, ça marche aussi. On fait souvent ça, des snapshots. On va faire un snapshot d'un serveur au complet, on le sauvegarde ailleurs, puis on fait ça une fois par jour, par exemple. Est-ce qu'il y avait des questions? Sinon, je vais réussir à finir dans les temps. Merci, merci Louise. Très intéressant ce premier atelier qui démarre bien la semaine. On voit que la thématique est lancée. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les écrire aussi dans la conversation. Si Louise ne répond pas maintenant, on pourra les prendre pour plus tard. Il y a aussi le Slack. Donc, Louise, tu as été invitée. Donc, toute la semaine, il y aura aussi ce canal de communication pour s'il faut revenir. La présentation aussi est enregistrée. Donc, je ne sais pas si Marc-André, tu veux
arrêter l'enregistrement, mais on va